François Bon, 1925-2025, une année avec Howard Phillips Lovecraft. On est le 73e envoi. Il concerne le 14 mars. Alors, vous le savez, chaque année, Lovecraft se munit d'un petit agenda. C'est des petits agendas extrêmement populaires. On note les mensurations, la pointure des chaussures, on note l'argent qu'on paye pour le loyer ou ce qui reste à payer, et puis les adresses, et puis pour lui, une fonction particulière cette année. Bon, les autres carnets, on en a beaucoup perdu. On en a un de 1933, un de 1937, mais celui qu'on appelle le Death Diary, parce que c'est les dernières notes de pure souffrance à l'hôpital. Il a 46 ans quand il meurt, mais 1925, c'est l'année. Donc on est quelques mois après son mariage avec Sonia Haffiken Green. Il s'est installé avec elle, évidemment, à New York. Ça fait 3 ans que ce moment, cette réunion se prépare. Ce qui n'était pas, par contre, inscrit, c'est que la boutique que Sonia avait lancée sur la 5e avenue, une boutique de nouveautés pour des problèmes de santé qui vont devenir récurrents là tous ces mois. Évidemment, dès qu'on fait quelques dettes avec les loyers, etc., ça s'effondre. Et pour ça, il va falloir qu'elle trouve du travail, mais loin de New York, à Cincinnati, puis Cleveland. Là, elle va partir pour Saratoga, mais c'est pour se mettre au vert en s'occupant des enfants d'une famille, mais pour laisser justement sa santé se refaire. Mais c'est une année où Howard Phillips Lovecraft, qui écrit de la fiction depuis 3 ans, en ayant tout un arrière-fond d'articles, de critiques littéraires, d'articles scientifiques, d'une application, on l'a vu hier et avant-hier, très forte dans ce mouvement du National Amateur, une sorte de fédération de publications. Justement, chaque fois, on fait un journal ensemble. Certains vont s'occuper de politique, lui ça lui plaît pas, d'autres de littérature et d'esthétique, d'autres simplement de comment écrire de la fiction, et chaque instance dans chaque ville s'occupe aussi d'organiser des lectures. Lui, à Boston, a reçu Dunsany, et ça a été un grand moment dans la confiance prise pour soi-même. Et dans cette année où Sonia s'éloigne de New York, lui reste, il prend un petit studio, pas cher, c'est $10 par semaine, au 169 Clinton Street, dans la partie populaire de Brooklyn, le Brooklyn Heights. Juste au-dessus de lui, va déménager, va prendre une autre chambre. George Kirk, quelqu'un de Cleveland qui est à New York pour lancer, il va faire ça dans quelques mois, une librairie d'occasion. Et ils ont fondé ce qu'ils appellent le Kalem Club, parce qu'ils sont 6, mais 2 dont l'initiale commence par K, 2 dont l'initiale commence par L, 2 commencent par l'initiale commence par M. Et ce Kalem Club se réunit une fois par semaine pour des lectures, pour écrire ensemble sur des thèmes, pour discuter à longueur de nuit, évidemment. Et c'est bien ce qui fait de ce petit carnet de Howard Phillips Lovecraft un document quasi unique dans la littérature. On a jour par jour, heure par heure, ce qu'il mange, comment il dort, qui il voit, quel trajet il fait. Et ça a pour lui une utilité première, reprendre ces petites notes pour les assembler sous forme de journal, sauf que ce journal plus développé, disons tous les 2-3 jours, en général une lettre tous les 15 jours, mais rédigée en 4 fois. Il ne le garde pas là dans ses propres archives, sinon on l'aurait, mais il l'envoie à une de ses 2 tantes, soit Lillian, soit Annie, restées à Providence, et là, on va bientôt pouvoir les retrouver, ces archives, mais là, pour ce mois-ci, elles manquent cruellement. Ce sont des lettres disparues. Alors, il se passe quoi pour nous depuis le début ? Il se passe que chaque matin, moi, c'est pas que j'ouvre ça c'est un fac-similé, vous avez bien compris. Non, c'est pas un fac-similé, je sais pas le mot, c'est simplement sur eBay, on est quelques-uns. Vous voyez, moi, je commence à en avoir une collection, un de chaque année, mais un ami tout récemment m'a offert celui-ci parce qu'il y a une super publicité de Hopdale Manufacturing Co., Massachusetts, toujours le même système, lui, une belle tranche dorée, mais des petites cartes, les notes...
un petit plaisir comme ça quand j'en trouve sur eBay. Justement, toujours, il y en a un qui m'est arrivé tout rempli des notes d'un pasteur qui ressemble beaucoup à ces petites notes de Lovecraft. Et c'est quoi le miracle pour nous ? Eh bien, c'est que chaque matin, quand j'ouvre là ma page sur mon ordi, le facsimilé de la John Hay Library, que j'ai eu la chance de tenir entre mes mains pendant 2 mois l'été 2015 en préparant ce travail, se dire « Oh là là, mais il se passe toujours la même chose, on va rien trouver, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ?» Et puis, si c'était ça, à n'importe quel moment que ça se produise, c'est sûr que l'expérience, il faudrait trouver autre chose. Et oh, c'est pas les idées qui manquent. Regardez là-haut toute la correspondance. Par exemple, tout ce mètre linéaire de plus de 30 000 lettres, sans compter les cartes postales, etc., etc. Il y a un boulot encore énorme à faire sur Howard Phillips Lovecraft. Et on a l'immense chance qu'un personnage qui vit à Seattle, qui s'appelle Hesti Yoshi, a consacré sa vie à tout préparer, tout accumuler, tout éditer. Et maintenant, nous, là, on n'a plus qu'à en être les mécaniciens. Alors, ordinateur, samedi 14 mars, oui, parce que toujours une journée de décalage. On est nous vendredi, eux, ils sont déjà samedi, et d'ailleurs, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que le samedi, c'est le moment où le Times est le plus mince. Il fait que 28 pages, on va aller y voir. Par contre, quand arrive celui du dimanche, donc le 15, et nous, on le verra donc le samedi, eh bien, c'est une lecture de 190 pages, où il y a tout un supplément littéraire qui fonctionne en tant que tel, quasiment comme une revue, avec des articles très longs, très larges. Et il n'y a qu'un thème dont il ne traite pas. Eh bien, justement, tous ces jeunes types de 30 ans qui crèvent la dalle, mais qui la réinventent, la littérature. Et là, aujourd'hui, samedi 14, si on regarde tout de suite, au lieu de le suivre du matin, enfin, quand je dis matin, vous êtes habitués. Aujourd'hui, comme les autres jours, ah si, il y a 2 jours, il y avait le laveur de vitres qui venait up early, il s'est levé de bonne heure. Mais sinon, lever midi, mais hop là, si on fait un petit flash forward, à minuit pile, out for papers, midnight, on découvre qu'à New York, cette ville qui ne s'arrête jamais, le supplément littéraire du Times, il paraît le samedi soir. Et à minuit, sachant qu'il a encore 2 heures, 3 heures avant le sommeil, il va aller s'acheter le journal de 190 pages avec le supplément que nous irons lire demain. Alors, après ce up noun, en général, il y a read, lire, là, écrit. Et ce mot écrire, fait que petit à petit, c'est lui qui va devenir notre exploration, parce que dès qu'on aura le retour des lettres, dès qu'on peut faire des recoupements avec des publications ou avec les témoignages de George Kirk, de Frank Belknap Long, évidemment, on l'explorera. Là, qu'est-ce qu'il écrit ? On ne sait pas. Taylor, on a déjà eu ce Taylor hier, alors est-ce que c'est des vêtements à retoucher, est-ce que c'est des choses concernant beaucoup plus Sonia que lui, ou simplement une livraison? Là, pas d'explication, mais ça n'a pas d'importance, vous êtes d'accord? Il rejoint Sonia, il va la rejoindre downtown, c'est-à-dire qu'il s'est levé à midi, il a passé l'après-midi à écrire, et en général c'est vers le soir, vers 17h qu'il la rejoint. On n'a pas non plus d'indication sur ce qu'elle fait à Manhattan. Là, il semble que tous les jours, elle redescend à Manhattan. Vous savez qu'il y a il y a déjà une dizaine de jours, elle avait trouvé un tout petit job provisoire dans une boîte de chapeaux, parce que les nouveaux modèles arrivent de Paris. Il s'agit d'en faire des pareils, donc de trouver des fabricants, de trouver les accessoires, d'établir les patrons. Alors, il semble que là, elle ait repris un petit truc... un intérim, probablement. Mais en tout cas, ça fait plusieurs jours qu'il l'a rejoint en ville. Ils ont des horaires totalement décalés. Ils vont manger à
l'automate. Alors l'automate, une fois on avait regardé ça en détail, j'avais mis des photos et tout ça. Vous savez que c'est une invention qui date déjà d'une bonne vingtaine d'années, ça vient de Londres, je crois bien. C'est des casiers qui maintenant sont des casiers réfrigérés, il y en a toute la surface d'un mur, et puis on peut prendre des entrées ou des pies avec de la viande ou des choses comme ça, ou des plats, ça peut être aussi des spaghettis, on va pas descendre à tout ça, et puis bien sûr des desserts, puis on met une petite pièce, on ouvre le casier, mais l'automate est une vraie révolution, et à Manhattan, il y a celui qui est là vraiment géant, c'est pour ça qu'on a plein de documentation et de photographies, eh bien ils sont là parmi des centaines de New-Yorkais, voilà, pensez, on a une toile de Edward Hopper qui s'appelle Automate, avec juste un personnage là, assise près de la vitrine au bord de la rue. Et puis ensuite, eh bien, on revient à Brooklyn, c'est-à-dire qu'il n'avait rien à faire à Manhattan que chercher Sonia, passer un moment avec elle donc à l'automate. Groceries, c'est-à-dire que on se débrouille pour avoir à la maison des petits bouts de fromage ou un petit bout de pain ou je sais pas, mais enfin en tout cas chaque jour, hier c'était Station Shop, on se prend 2-3 petits trucs et bien, il écrit justement à la tante Liliane, il y a ces fameuses 4 barres, ensuite il redescend, il va au poste office et au candy shop. Tiens, les Lovecraft s'achètent quelques bonbons, pourquoi pas. Et donc ça veut dire que cette lettre là, le samedi 14 mars, il a bien envoyé son journal à sa tante Liliane, le journal qui devait reprendre, vous voyez la dernière, c'était donc le 1er mars, on est vraiment là sur 15 jours, mais ces 15 jours, ça nous manque terriblement que cette lettre soit perdue. Et donc acheter le journal Home and Retire. Et là tu te dis, dis donc, ok, je vais faire ma vidéo, elle va être vite finie. Vous avez vu que je finis une vidéo, moi, toute vite, comme ça, même s'il n'y a rien à dire. Non, allons voir le journal. Et quelquefois, c'est le journal, le journal qui nous sauve la mise. La une du New York Times, et c'est qu'elle est souvent découpée en petits carrés. C'est une approche graphique, le journal. Et c'est ça, peut-être, qui nous change tellement aussi, qui fait la frontière, une frontière blanche, une bifurcation entre d'un côté la presse et de l'autre côté le livre. J'en ai parlé plusieurs fois, c'est mon cher grand ami Kenneth Goldsmith, Uncreative Writing, je l'ai traduit, l'écriture sans écriture chez JBE Édition. Des fois tu sors un bouquin pendant 4 mois, c'est super, Kenneth Goldsmith, puis après 2 ans après tu dis, ouais mais moi j'ai fait ça qu'une fois dans ma vie, et ce Uncreative Writing qui date de 2011, c'est en 2016 qu'on l'a sorti, on n'est qu'en 2025 les gars, moi j'y pense tous les jours à ces trucs. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il raconte Kenny? Qu'un jour il avait pris comme ça un numéro du Times, tout à fait arbitraire, et il l'avait recopié à son ordinateur de façon linéaire. Comment tu recopies de façon linéaire un petit carré ici? Est-ce que c'est selon comment l'œil se déplace là dans les informations, comment l'œil s'arrête? Est-ce que si un article, on te dit qu'il continue page 3, tu vas le suivre? Et comment tu recopies ce qui, a priori, par exemple là, c'est un petit carré qui indique, vous trouverez la météo, page temps, et ce livre, Day, de Kenneth Goldsmith, c'est une injonction à penser autrement. La linéarité du livre, ça c'est un vieux Balzac, ou penser, justement, ce rapport du langage au réel, à l'information. Moi, je pense beaucoup, souvent aussi, à l'été 80 de Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'elle dit, Duras? J'écris dans le journal, une fois par semaine, j'ai une page dans Libération. J'écris sachant que le journal, le lendemain, sera terminé. Il restera un peu d'encre sur les doigts. J'écris sachant que ça ne fait pas mémoire comme le livre. Et tout ça, je crois que c'est moi ce qui m'attache aussi à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Des fois, tu te dis, il y a peut-être rien, il ne se passe rien. Regardez, par exemple, ça. 1,4 milliard de timbres. Vous imaginez, là 1,4 milliard de petits timbres, chacun
coûtant un demi-cent. Bah oui, mon grand-père, moi, il faisait ça. Quand il recevait des courriers, il laissait tremper l'enveloppe. Après, il décollait les timbres. Bon, les timbres, attention, l'oblitération, ça s'en va pas. Hein, c'est pas de la triche de ce point de vue-là. Il récupérait simplement l'enveloppe, il la recollait et l'enveloppe était recyclée de cette façon pour sa correspondance avec son frère, notamment. Mais il y avait toujours tous ces paquets de timbres là. On fabriquait la somme exacte du port. Bah aujourd'hui, comment tu fais? Tenez, je vous montre, parce qu'il y a des fois des gens, ils pensent que c'est bien de m'acheter des livres aussi. Eh ben moi, j'ai un petit pèse-lettres électronique. Eh bien, une fois que je le pèse comme ça, je vais sur le site Colissimo. Colissimo me dit combien ça fait, selon si c'est moins de 100 grammes, moins de 250 ou moins de 500 ou 1 kilo. Et simplement, j'imprime mon étiquette, je la paye via PayPal, c'est fini les timbres. Et de tout un coup, là, tu vois ce petit article, c'est timbre d'un cent et demi. Et Lovecraft, chaque fois qu'il poste, chaque fois qu'il va à la poste, chaque fois, eh bien, il y a ce geste-là de coller les timbres. Est-ce que tu les liches ou est-ce que tu te sers d'une petite éponge? Voilà, c'est tout ça qui est important parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'email. Est-ce que l'email ne consomme pas de l'énergie, lui, en tant que tel? Et puis quand tu reçois tous ces spams et tous ces machins que tu mets en indésirable, est-ce que on en tire des conclusions? Est-ce que là, je fais la leçon sur ces choses? Oh non, je fais jamais la leçon. Mais moi, c'est cette fresque, cette précision de la fresque, là, comme, vous savez, à la limite même, les tableaux de Hieronymus Bosch. Quand tu regardes un petit détail, hop, et t'as toute une scène, t'as tout un monde qui se déplie. Eh bien, aujourd'hui, l'administration américaine vient de commander 1,4 milliard de timbres à 1 cent et demi. Mais c'est ça, là, qu'on épingle dans notre petite fresque. Ah, et Madame Huntington, vous connaissez Madame Huntington? Ben non, Madame Huntington, c'est l'épouse de l'ambassadeur américain à Paris. Alors, qui c'est l'ambassadeur américain, par exemple, en Belgique, là, ces jours-ci, parce que je sais qu'on a plein de Belges là-bas. C'était le voisin de Mar-a-Lago, c'est le voisin de Monsieur Trump. Qu'est-ce que t'en fais? Oh, voisin, hey, t'as vu ce qui m'arrive? Je suis président. Ce sera toi l'ambassadeur en Belgique, le voisin qui dit. C'est où la Belgique? Ouais, mais à l'époque, c'est pareil parce que on découvre que le monsieur Wilson Huntington, le nouvel ambassadeur américain, il s'est fait une tripotée de postes. Il arrive à la retraite, donc on va lui dire un petit truc honorifique. Tu t'es chopé la Chine, tu t'es chopé tout ça. On va te mettre à Paris les 2-3 ans. Là, ça va te faire du bien. Tu mangeras bien, tu verras. Voilà. Et monsieur Huntington arrive avec madame à Cherbourg en paquebot première classe. Simplement, madame, au moment de descendre, où est mon manteau? Hey, c'est un manteau de chinchilla. Tu tues des chinchillas pour faire ton manteau, toi? Ben, elle, madame, ça lui faisait rien qu'on tue des chinchillas pour faire son manteau de 25 000 $. Alors on va fouiller tout le monde à la sortie, les passagers, les matelots, tout le personnel. Et puis on retrouvera, peut-être que les chinchillas sont revenus vivants, ils se sont jetés à l'eau et arrivés à Cherbourg. Wow! Et puis en plus, on lui avait pris un joli petit sac. Elle aimait bien ce petit sac parce qu'il valait 850 $ parce que dessus, là, sur la petite boucle de fermeture, il y avait un diamant. Apitoyons-nous. Mais voilà, c'est de ça dont est fait le monde et c'est ce portrait du monde que nous, on va suivre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai ça, et ça va être notre thème d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, il faut bien que ce soit relié à H.P. Lovecraft. C'est que Brooklyn, donc de l'autre côté, il y a tous les piers là, de Manhattan, donc quelques-uns sont conservés. Il y a ceux de Battery Park, là, si vous connaissez Key West, là, de Coltès, là, c'était dans ces zones-là. Et puis, Brooklyn, c'est un port beaucoup plus orienté sur, oui, avec l'immigration, les marchandises, la pauvreté, ça s'appelle Red Hook. Et là, dans tous ces piers, c'est là aussi qu'accostent les bateaux militaires. Alors, connaissez-vous l'Arkansas? Eh bien, dans le Times, on ne précise même pas l'Arkansas célèbre. Non, l'Arkansas, c'est là. Comme nous, on disait autrefois, le paquebot France ou des choses comme ça. L'Arkansas a débarqué hier soir. Or. Dans Brooklyn, tout cet afflux là, de matelots qui ont permission de sortir, évidemment, il y a quelqu'un qui s'est fait escroquer par 2 types en uniforme. Et tout d'un coup, on prévient la police. Et la police décide là de faire une rafle de tous les marins.
Et oui, et on va découvrir, par exemple, qu'il y a un brave bonhomme. Ah ben, ça fait plus de 2 ans qu'il n'est pas dans la marine. Ouais, mais dans son quartier, il tient sa dignité. Donc, dans la rafle, il a toujours son costume de matelot, alors que ça fait des années qu'il n'est plus dans la marine. Ça méritait bien une rafle. Alors, c'est deux étudiants d'une école technique qui avaient justement cet uniforme. C'est pour ça qu'on les a pris pour des matelots. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent à Grand Central. Les pauvres, c'est des gars des Coast Guards, les gardes-côtes. Donc, ils retournent à Battery Park sur leur truc et on les chope. Mais nous, on n'est même pas on dépend pas de la marine navale, etc., etc. Alors, on est dans l'anecdote. Ouais, mais si je prends mon petit PDF Arkansas 1925 et le USS Arkansas, voilà une photo précisément. En plus, c'était carte postale, vous voyez, on écrit dessus USS Arkansas, Navy photo. Voilà, en 1925, ce bateau qui surgit. Vous savez qu'il y a 3 jours, on avait eu au large de Nantucket un bateau perdu dans la brume, une collision. Voilà ce bateau qui surgit dans la nuit. Et donc, que Lovecraft, quand il voit, le détroit là, de Govanus, Brooklyn Heights, on a ce panorama. Donc, c'est ça aussi qu'il voit. Alors, voilà 2 photos qui là sont prises des ports de Brooklyn précisément, où on voit encore l'Arkansas qui est attendu avec une revue, et puis là sur le pier avec 2 bateaux. Ça, moi, je dirais que c'est ces petites choses qui nous donnent la matérialité du temps. Et dans la matérialité du temps, il y a quoi? Mais justement, tu décales cette même matérialité sans qu'on puisse repérer le décalage. Et à ce moment-là, tu es dans le fantastique. À ce moment-là, tu es dans la réalité alternative. Salut, Félix Feldup, mon maître. Et l'article que j'ai traduit, c'est tout simple, un type qu'on trouve, qui s'est tranché la gorge, c'est vrai que c'est un suicide. Alors ce qui est étrange, c'est que ce type, il refuse de dire son identité. On le ramasse, il est mourant, il n'y a plus de sang. C'est affreux. Il s'est coupé lui-même la gorge. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je ne veux pas le dire parce que c'est à cause d'une femme. » Et cette femme occupe une éminente situation dans la société de New York. Alors à ses yeux, évidemment. Mais il va résister. Et ce qu'il va raconter, par contre, c'est qu'il a déjà fait au moins 2 tentatives de suicide. Et la première, il déclare ensuite qu'il avait tenté 3 fois de se tuer. « Jamais je ne dirai qui je suis, qui elle est, ni qui je suis. Je mourrai d'abord. » On a trouvé cet homme à 4 heures ce matin contre la porte de service arrière d'un immeuble appartenant à Madame C. Hallen. Pas loin de l'hôpital, sa gorge saignait, sa main droite était gravement entaillée au poignet. Il prétendit d'abord à la police avoir été attaqué par des voleurs, mais déclara ensuite qu'il avait tenté 3 fois de se tuer au cours de la soirée. Madame Allen avait été réveillée dans son sommeil par un bruit sourd sur la porte arrière. Elle était descendue voir, aperçut l'étranger, il gémissait. Elle appela Monsieur et Madame Joseph Behan et leur fils John, locataire d'un des appartements de la propriété. Behan emmena à l'hôpital dans sa voiture l'homme qui perdait son sang, il perdit connaissance à l'arrivée, le shérif, etc. Quand l'homme revint à lui, il déclara s'appeler James Walsh, domicilié 12e rue Est à New York, être professeur de musique, mais plus tard Denia s'appelait Walsh, et évidemment c'était une fausse adresse, qu'il avait entretenue pendant 5 ans une amitié avec une femme de la meilleure société. Il y a 1 an environ, ils se séparèrent après une dispute. Il tenta d'en finir avec la vie en respirant du chloroforme lors d'une excursion en bateau sur l'Hudson River, mais échoua. Cette semaine, selon lui, ils se disputèrent de nouveau, il se résolut de nouveau à mourir. Il prit hier soir le train pour Nyack, partit dans les bois. Vers 21h, il sortit un flacon de chloroforme, en inhala le contenu et s'évanouit. Quand 2 heures plus tard, il se réveilla, il se découvrit encore en vie. Alors, il se trancha la gorge, se trancha aussi le poignet et rejoignit la maison de Madame Hallen dans l'état de délire qu'il suivit. Et voilà, fin de cet inconnu. Alors, lui, est-ce que ça rejoint Lovecraft? Non, pas cette histoire-là, sinon c'est ces dérives de gens tout seuls dans la nuit, et puis il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, sinon son propre délire. Oui, mais ces hordes de marins dans les rues de Brooklyn, ça, oui. Alors, si on regarde encore
quelques instants notre journal. Donc on est page 5, cet article, cela sur cette tentative de suicide réitérée 3 fois. Il y a toujours le feuilleton là sur cette tombe à Gizeh et les problèmes d'identification. Ça, je suis sûr que Lovecraft doit suivre de très près. Les programmes de cinéma, mais vous voyez, chez les Lovecraft, l'humeur est plus à sortir au cinéma, ni écouter de la musique comme on le faisait encore il y a quelques jours. C'est là où ces sortes d'isolement peut éventuellement signifier. Autre article récurrent, ce problème des mariages d'enfants, les mariages de mineurs arrangés par les parents. Vous savez que hier, on avait une histoire de suicide d'un fonctionnaire de la mairie du Bronx pour ça. Il y a un autre suicide. Alors celui-là, pourquoi je l'ai collé là dans mon petit PDF? Eh bien, c'est une écrivaine. Eh ouais, à un moment donné, t'as plus de sous. Bon, c'est sans doute plus compliqué que ça. Mais, réduit à cette déchéance, tu préfères dire au revoir. Alors, bankrupt and ill, tout est compliqué. Mais ce qu'on rejoint pour la première fois, c'est le mot writer, dans sa symbolique. Ah ouais, mais dans sa symbolique, le mot écrivain ne te permet pas d'échapper à ce genre de réalité. Et puis avec 2 suicides, comment pas finir sur une meilleure idée? On est dans un EHPAD. Oh ben non, le mot EHPAD est traduit en anglais à l'époque. Et on est quand même, à Brooklyn, la preuve c'est que juste à côté, il y a un gros marchand là, qui fait de la vente par correspondance. 11 postes de radio ont été détournés par les employés. Oh, chose grave. Mais juste à côté, c'est le centenaire de cette dame qui, déjà, dans les années 1850, dansait. Et elle reçoit le journaliste en disant « Ah, vous avez bien compris que je n'étais pas un poulet de l'année. » C'est la formule, ça qu'utilise traditionnellement mon copain Pierre Bergogneau quand on se téléphone. Mais là, elle dit « I was not spring chicken when I landed in New York. » Elle avait 27 ans quand elle est arrivée à New York. Et à l'époque, vous savez, je me sens beaucoup plus jeune que je vous parais, dit cette dame de 100 ans. Elle dit qu'elle a voyagé à Berlin, qu'elle a voyagé à Paris quand elle avait 19 ans, 20 ans. Et elle aimait à l'époque danser la polka, le galop, les square dance. C'est ça qu'elle préférait, la polka, le galop, les square dance. Ah, c'est pas comme les danses qu'ils dansent aujourd'hui, dit la vieille dame. J'aimais ce qu'ils appelaient le flapper. On ne peut pas demander aux jeunes filles d'aujourd'hui de faire ce qu'on faisait quand nous on était jeunes et qu'on dansait le flapper. Voilà. Et quand Madame Schultz a eu 90 ans, 10 ans plus tôt, elle reçut d'un ami un bouquet de 99 tulipes. Ce dimanche, elle dit, elle espère bien recevoir un bouquet de 100 tulipes. À demain. Vous verrez demain? Attention, c'est pas demain, c'est après-demain. Demain, il y a 2 jours ensemble pour Lovecraft, mais il va se passer quelque chose qui va nous donner du grain à moudre encore. À demain quand même, donc. Même si le journal arrivera que après-demain.